Des jumeaux qui ont empoisonné toute leur famille à des étudiants brillants devenus tueurs à gages. Ces affaires ont fait basculer un homme. Continuez à regarder pour voir jusqu'où ira un juge lorsque le poids du crime le submergera. La trahison de la babysitter. Le juge William Henderson avait vu les aspects les plus sombres du comportement humain depuis son siège. Mais l'affaire Jason Riggs s'était installée dans son âme comme un gel permanent. Riggs était professeur de biologie au lycée, un homme en qui sa communauté avait confiance. Il était jugé pour le meurtre de ses deux jeunes neveux, âgés de 7 et 9 ans, dont il s'était porté volontaire pour s'occuper. L'accusation a présenté une histoire de pur calcul. Riggs avait endormi les garçons avec des médicaments contre les allergies. Il les avait ensuite étouffés avec des sacs en plastique qu'il avait apportés à cet effet. Son dernier geste avait été de simuler une fuite de monoxyde de carbone dans sa maison. Le mobile était purement financier. Une assurance vie d'250 000 $ qu'il avait secrètement souscrite sur leur tête. La salle d'audience était silencieuse. L'atmosphère était lourde d'horreur. Le point de rupture a été atteint lorsqu'un enquêteur de la police scientifique a brandi 2 sacs de preuves. À l'intérieur se trouvaient les petits sacs en plastique transparents utilisés pour commettre les meurtres. Le procureur a demandé s'il y avait quelque chose de notable à leur sujet. L'enquêteur a pointé du doigt, avec son gant, une tache légère, presque invisible, sur le plastique. Cela semble être de la salive et de l'humidité provenant du souffle de la victime, a-t-il déclaré d'une voix dénuée d'émotion. À cet instant, l'horreur abstraite de l'affaire devint terriblement tangible. Ces traces étaient les fantômes des derniers soupirs désespérés de 2 petits garçons. Le juge Henderson regarda Riggs, qui prenait calmement des notes comme s'il s'agissait d'une conférence. Le détective principal monta à la barre et expliqua en détail comment, après avoir mis fin à 2 vies innocentes, Riggs avait calmement commandé une pizza et s'était assis pour regarder un film. Il évoqua les vaines tentatives des garçons pour se libérer, leurs petites mains griffant le plastique qui les enfermait dans l'obscurité. Quelque chose dans l'esprit de Henderson, un barrage de retenue judiciaire soigneusement entretenu, finit par se briser. Son visage, d'ordinaire impassible, prit une teinte violette profonde et menaçante. Il agrippa les bords de son banc si fort que le bois grinça en signe de protestation. « Ce n'est pas un homme !» rugit-il, sa voix résonnant sur les murs lambrissés. « C'est un virus dans une peau humaine, un animal enragé qui ne mérite pas l'air qu'il respire. » Il détourna son regard furieux de Riggs vers les 2 huissiers qui se tenaient à proximité. « Messieurs les huissiers, si l'État ne purge pas cette ordure, vous devriez peut-être le faire vous-même. Emmenez ce sous-humain derrière le tribunal et mettez-lui une balle dans la tête. Faites-le maintenant. » La salle s'est mise à haleter. Les huissiers sont restés figés, ne sachant pas si le juge venait vraiment d'ordonner une exécution dans sa salle d'audience. Riggs a finalement levé les yeux, une lueur de peur dans le regard pour la première fois. L'ordre du juge est resté en suspens. Une violation choquante de tous les protocoles. Un cri de rage contre un système judiciaire trop lent face à un mal aussi monstrueux. Cette trahison brutale de la confiance familiale était un mal profond. Mais l'affaire suivante allait révéler une noirceur née non pas d'un calcul froid, mais d'une cupidité pure et sans mélange. Les empaleurs héritiers. L'affaire des jumeaux Clayton, Audrey et Brian était une histoire sordide qui donnait la chair de poule à Henderson. C'était une histoire de privilèges, de droits acquis et d'un manque effarant d'humanité. Les jeunes gens de 18 ans étaient accusés d'avoir conspiré pour assassiner leurs parents et leur sœur de 12 ans. Leur objectif n'était pas une grande déclaration philosophique. Il s'agissait d'accéder à leurs fonds fiduciaires de plusieurs millions de dollars qu'ils recevraient immédiatement après le décès de leur famille, plutôt que d'attendre d'avoir 25 ans. Les preuves étaient une montagne de cruauté numérique accablante. Des SMS échangés entre eux révélèrent qu'ils avaient planifié une fausse fuite de gaz accidentelle. L'historique de leurs recherches sur Internet révélait qu'ils avaient recherché des poisons indétectables et les symptômes d'un arrêt cardiaque. Il y avait des preuves d'une tentative ratée de surdose de leur père avec ses propres médicaments pour le cœur. Leur succès final est venu d'un cocktail mortel de pilules écrasées dans un smoothie que leur mère leur avait confié de préparer avant le coucher. La véritable horreur, le moment qui a scellé leur destin, était la vidéo de la caméra de sécurité de la maison. Elle montrait Audrey et Brian dans le salon le soir des meurtres. Les corps de leur famille refroidissaient à l'étage. Les jumeaux partageaient un grand bol de pop-corn. Ils regardaient un film de super-héros. Brian riait d'une blague à l'écran. Audrey consultait son téléphone, faisant défiler les réseaux sociaux. Ils étaient d'un calme absolu, effrayant. Puis le tribunal a entendu leur appel au 911. Leur performance était digne d'un Oscar, feignant des sanglots hystériques et des cris de panique. Entendre ces mensonges enregistrés après avoir vu la vidéo de leur calme indifférent a rendu Henderson physiquement malade. Lorsque leur avocat de la défense s'est levé et a commencé à soutenir qu'ils n'étaient que des enfants en deuil qui avaient commis une erreur tragique, Henderson a perdu tout contrôle. Il a frappé son marteau avec une telle force que la tête s'est cassée et a roulé sur le sol. « En deuil !» a-t-il rugi en se levant de toute sa hauteur. « La seule chose qui les attriste, c'est d'avoir été pris. Ce sont des vipères, des parasites sans âme qui se sont nourris de leur propre famille. » Il pointa un doigt tremblant vers les jumeaux stoïques.
Officier! Ces créatures n'ont plus aucune conscience à laquelle faire appel. Rendez service au monde et mettez-les immédiatement en cellule. Épargnez aux contribuables les frais liés à l'hébergement à vie de ces monstres. Les jumeaux ne bronchèrent même pas. Audrey se contenta de sourire narquoisement, une petite courbe méprisante au coin des lèvres. Ce sourire, cette absence totale de remords, attisèrent la fureur du juge jusqu'à la rendre infernale. Il avait déjà vu le mal calculé, mais la suffisance de ces tueurs était une nouvelle forme de corruption terrifiante. Le calcul froid du meurtre pour héritage était une chose, mais l'affaire suivante impliquerait une brutalité si insensée et animale qu'elle menacerait de le consumer tout entier. Les prédateurs du terrain de jeu. La mort d'Ellie Green, âgée de 5 ans, avait bouleversé toute la ville. Son visage souriant figurait sur les affiches disparues, placardées à chaque coin de rue. Le juge Henderson devait désormais faire face aux 2 adolescents qui avaient mis fin à ses jours. Dylan, 14 ans, et Marcus, 15 ans, étaient eux-mêmes encore des enfants. Mais leurs actes étaient dignes de monstres sortis d'un cauchemar. Le procès a révélé une histoire d'une cruauté inimaginable. Ils avaient attiré Ellie hors d'un terrain de jeu du quartier en lui promettant de lui montrer un nouveau chiot. Au lieu de cela, ils l'ont emmenée dans un hangar désert. Pendant des heures, ils l'ont torturée. Ils l'ont battue avec des bâtons. Ils ont brûlé ses petits bras avec des briquets. Ils ont enregistré ses cris sur un téléphone. Le mobile n'était ni la colère, ni la vengeance. C'était un pari. Un pari de $50 entre eux pour voir s'ils pouvaient faire avoir un accident à un enfant. Ils l'ont finalement tué en le forçant à avaler une grande quantité de déboucheurs. La salle d'audience était remplie de chagrin. La famille d'Ellie pleurait ouvertement, leurs sanglots étant le seul bruit audible, tandis que le médecin légiste montrait les photos. Les images du petit corps brisé d'Ellie, couvert de brûlures et d'échymoses, étaient presque insupportables. Henderson a dû détourner le regard, sa vision brouillée par les larmes de rage et de chagrin. Il s'est retenu, s'accrochant à la procédure légale. Puis la défense a présenté ses arguments. Elle a fait valoir que les garçons venaient de foyers brisés. Elle a évoqué les traumatismes de l'enfance, la négligence et les troubles du comportement non diagnostiqués. Elle a tenté de rationaliser l'irrationnel, de pathologiser le mal pur. Cette tentative d'expliquer l'horreur a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Henderson. Il se leva, lentement et délibérément, tel un prédateur se dressant. Sa voix commença par un grognement grave et menaçant. « Des foyers brisés ?» dit-il, les mots dégoulinants de venin. « Je vais vous montrer ce qu'est un foyer brisé. » Sa voix éclata alors en un rugissement tonitruant qui fit trembler la salle. « Je vais leur briser tous les os du corps. Messieurs les agents, regardez-les, ce ne sont pas des jeunes égarés, ce sont des animaux enragés. Ils sont un danger pour tous les êtres vivants. » Il fixe directement les 2 huissiers. « Emmenez-les dans la cour immédiatement. Mettez une balle dans la tête de chacun d'entre eux. C'est la seule réhabilitation qu'ils méritent. Le seul remède à leur maladie. » L'ordre fut accueilli par un silence de mort, stupéfait. Le mot « rééducation » semblait être une mauvaise blague, un concept totalement anéanti par la colère brute et intransigeante du juge. La torture délibérée d'un enfant innocent représentait un mal profond et troublant, mais c'était l'exécution froide et préméditée de toute une famille qui l'attendait ensuite, un cas d'extermination qui le glacerait jusqu'au plus profond de son être. Les exterminateurs de famille. L'affaire des frères et sœurs Mason semblait tout droit sortie d'un roman d'horreur gothique. Cassandra, 17 ans, et Ben, 16 ans, étaient accusés d'un crime d'une telle cruauté, d'une telle préméditation, qu'il avait bouleversé même les journalistes judiciaires les plus chevronnés. Ils n'avaient pas assassiné leur famille dans un accès de rage. Ils les avaient systématiquement empoisonnés pendant 6 mois. Ils ont commencé par le chien de la famille, à titre d'essai. Puis ils ont pris pour cible leur jeune frère asthmatique, faisant passer sa mort pour une crise grave. Ensuite, ce fut le tour de leur mère, et enfin celui de leur père. Leur arme de prédilection était la digitaline, un composé mortel qu'ils extrayaient des digitales qu'ils cultivaient dans leur propre jardin. Leur mobile n'était pas d'hériter rapidement, mais de s'emparer lentement et délibérément de l'ensemble du patrimoine familial, en éliminant toute concurrence. La preuve la plus effrayante était leur journal numérique. Ils ont tout documenté avec la froide précision de scientifiques. Ils ont noté les doses, les symptômes et les délais. Ils ont qualifié leur mère de sujet alpha et ont froidement noté la baisse des performances au travail de leur père comme un élément positif de leur expérience. Une linguiste légiste a pris la parole pour analyser le journal. Alors qu'elle lisait des extraits à voix haute d'un ton neutre et académique, le décalage entre le langage clinique et les actes horribles était vertigineux. Le dosage a été augmenté de 0,2 mg. Le sujet bêta a présenté une augmentation des nausées et de l'arythmie. Les résultats sont prometteurs. Henderson a senti la pièce basculer. Cela dépassait la sociopathie. C'était une parodie grotesque de la science appliquée au meurtre. Lorsque la linguiste lut un passage où les frères et sœurs discutaient pour savoir lequel d'entre eux aurait la chambre principale après le départ de leurs parents, Henderson ne put plus contenir la tempête qui faisait rage en lui. Il arracha ses lunettes et les jeta contre le mur, où elles se brisèrent. « Pour eux, ce n'est qu'une expérience de laboratoire !» hurla-t-il, la voix brisée. « Leur propre famille.
Ce sont des maladies, un fléau pour le concept même d'humanité. Il se tourna vers les agents présents dans la salle, la poitrine haletante. « Agent, je vous ordonne d'administrer une dernière dose de médicaments à base de plomb à ces 2 infections. Maintenant, effacez-les des registres de l'humanité. Effacez-les complètement. » Les huissiers ne bougèrent pas, mais l'intention du juge était terriblement claire. Il ne présidait plus, il condamnait, exigeant une solution finale depuis l'ombre de sa propre salle d'audience. L'anéantissement d'une lignée était un péché grave, mais c'était la profanation imminente du lien le plus sacré de tous, celui entre une mère et son enfant, qui allait déclencher une réaction de vengeance pure et sans mélange. Les manipulateurs matricides. Le juge Henderson croyait profondément et inébranlablement au caractère sacré de l'amour maternel. C'était un pilier fondamental de sa conception du monde. Le procès de Chloé et Noah Evans a réduit ce pilier en poussière. Les 2 adolescents, âgés de 16 et 17 ans, étaient accusés du meurtre brutal de leur mère célibataire, une femme nommée Sarah Evans, qui cumulait 3 emplois pour leur offrir une vie confortable. Les preuves étaient à la fois brutales et pathétiques. Après qu'elle eut menacé de leur retirer le droit d'utiliser la voiture et leur téléphone portable en raison de leurs mauvaises notes et de leur consommation de drogue, ils avaient décidé de la tuer. Ils l'avaient frappée à mort avec une batte de baseball pendant qu'elle dormait. Puis, ils avaient mis en scène un cambriolage, saccageant la maison pour étayer leur histoire. Leur performance lors de l'appel au 911 était un chef-d'œuvre d'hystérie feinte, leur voix se brisant sous l'effet d'une terreur simulée. Mais leur comportement après coup a révélé leur vraie nature. Quelques heures seulement après avoir découvert le corps de leur mère, ils sont allés faire du shopping avec ses cartes de crédit. Puis, le témoignage qui a permis de résoudre l'affaire, un ami de la famille a témoigné que les frères et sœurs avaient organisé une grande fête le lendemain soir. Lors de cette fête, on les a entendus se vanter de leur nouvelle liberté, du fait que plus personne n'était là pour leur dire quoi faire. Henderson écouta cela, la mâchoire si serrée qu'un muscle de sa joue se contracta. Il vit les accusés, vêtus des nouveaux vêtements qu'ils avaient achetés, l'air ennuyé et agacé. Lorsque leur avocat eut l'audace de suggérer qu'ils exprimaient leur chagrin, le barrage céda enfin. Le juge se leva, lentement, avec une détermination terrifiante. Il pointa un doigt tremblant vers les accusés qui souriaient narquoisement. « De la douleur ?» murmura-t-il, le mot résonnant dans la salle silencieuse. « Ils font la fête. Ils ont massacré leur propre mère pour un nouvel iPhone et un plein d'essence. » Sa voix s'éleva alors en un cri assourdissant. « Ils sont brisés, brisés au-delà de toute réparation que ce système peut offrir. Gardien !» aboya-t-il aux huissiers. « Emmenez ces créatures en détention et brisez-les définitivement. Je veux qu'ils soient morts avant le coucher du soleil. C'est un ordre judiciaire. » La finalité froide et intemporelle de ces mots, « avant le coucher du soleil », ne laissait aucune place au doute ou à l'appel. C'était une ancienne prononciation de malheur, une fureur qui n'avait d'égal que dans un cas de pure malveillance récréative qui attendait dans son dossier. La trahison de l'amour parental était une blessure profonde et personnelle, mais l'affaire suivante allait révéler un autre type de mal. Le meurtre désinvolte, presque sportif, d'un inconnu, un acte qui allait exposer une profondeur terrifiante de dépravation. Le duo des tueurs en série. Certains tueurs sont motivés par la passion, d'autres par l'appât du gain. Kyle Jenkins et Tyler Moss, tous deux âgés de 16 ans, ont tué pour le plaisir. Leurs victimes étaient Joseph Papa Joe Miller, un sans-abri de 68 ans connu pour sa gentillesse et son talent à jouer de l'harmonica. Les garçons, issus de familles riches et influentes, n'avaient besoin de rien de lui. Ils voulaient juste ressentir le frisson. Ils ont filmé toute la scène avec un smartphone. La vidéo a été versée au dossier et le tribunal a été contraint de la visionner. Le clip de 3 minutes montrait les garçons se moquant de Papa Joe. On les voyait lui jeter des pierres. On les voyait le frapper avec des bâtons alors qu'il se recroquevillait en boule. Leur rire était incessant, comme une bande-son accompagnant cette atrocité. Pour finir, ils l'ont aspergé d'essence à briquet qu'ils avaient apporté à cet effet et l'ont incendié pour voir ce qui se passerait. La vidéo se termine par leurs cris d'excitation et les montre en train de s'enfuir, laissant derrière eux un homme en feu qui hurle. Henderson a dû détourner les yeux de l'écran. Il a fixé le grain du bois de son banc, essayant de se ressaisir, les larmes de rage et de honte lui brûlant les yeux. Il a maintenu un contrôle fragile, agrippant le bord du banc jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Puis la défense s'est levée. L'avocat n'a pas nié les faits. Au lieu de cela, il a fait valoir que les garçons étaient intoxiqués par la richesse et souffraient d'un trouble du déficit d'empathie. Il a présenté leur cruauté inimaginable comme un état psychologique, un symptôme de leur privilège, plutôt que comme un choix conscient fait par 2 individus immoraux. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Henderson bondit de sa chaise, criant par-dessus les objections de l'avocat. « Déficit d'empathie ?» rugit-il. « Je vais vous montrer ce qu'est un déficit. C'était un snuff movie pour leur amusement. Ils ont brûlé un homme vif pour rire, pour plaisanter. » Il tremblait, le visage déformé par la rage. Il pointa du doigt les 2 accusés, qui semblaient plus agacés qu'effrayés. « Officier, emmenez ces 2 petites psychopathes sur le parking. Donnez-leur un avant-goût de leur propre médecine. Brûlez-les, tout de suite. Voyons s'ils trouvent ça aussi drôle que quand ils lui ont fait ça. »
La salle d'audience sombra dans le chaos. Le juge ne demandait pas seulement l'exécution. Il exigeait une justice horrible et poétique, un abandon complet et total de la loi qu'il avait juré de faire respecter. La nature aléatoire et cruelle du meurtre pour le plaisir était un abus de pouvoir choquant, mais l'affaire suivante allait révéler un mal plus insidieux. L'exploitation calculée et moderne des personnes vulnérables, un crime commis non pas dans une ruelle sombre, mais dans la paume de la main. Les catalyseurs du cyberharcèlement. L'affaire État contre Price & Walsh était un cauchemar moderne, une tragédie écrite dans des SMS et des publications sur les réseaux sociaux. Hannah Price et Zoe Walsh, âgées de 14 ans, étaient jugées pour leur rôle dans une campagne de cyberharcèlement incessante qui a conduit leur camarade de classe, Simon Davis, âgé de 15 ans, à se suicider. Simon était un pianiste timide et doué. Il avait commis l'erreur de confier à Hannah un secret très intime. Elle et Zoé s'en sont servis comme d'une arme. Elles ont créé de faux profils sur les réseaux sociaux pour le tourmenter. Elles ont photoshopé son image sur des photos humiliantes et les ont diffusées en ligne. Leur acte le plus malveillant a été le chantage. Elles ont menacé de révéler son secret à toute l'école s'il ne se livrait pas à des actes de plus en plus dangereux et dégradants. Elles ont documenté toute sa descente dans le désespoir. Leurs SMS ont été lus à haute voix au tribunal. LOL, il est en train de pleurer en cours de bio et je pense qu'il va vraiment se suicider, ha ha. La preuve la plus bouleversante était la dernière entrée du journal intime de Simon. On pouvait y lire « Il n'y a aucun moyen de leur échapper. Le monde entier est leur tribunal. Il n'y a ni juge ni jury pour y mettre fin. Je dois y mettre fin moi-même. » Lorsque l'avocat de la défense s'est levé et a suggéré que les filles étaient simplement immatures, qu'elles ne comprenaient pas les conséquences réelles de leur farce en ligne, Henderson a vu rouge. Le fait de qualifier une cruauté aussi profonde et soutenue de farce était l'insulte finale. Il frappa du poing sur le banc, produisant un bruit semblable à un coup de feu. « Des farces » s'écria-t-il, la voix brisée par un mélange de chagrin et de pure colère. Elles n'ont pas fait de farce. Elles ont mené une exécution psychologique depuis leur smartphone. Ce sont des assassines numériques. Elles ont traqué un garçon depuis la sécurité de leur chambre jusqu'à ce qu'il n'ait plus nulle part où aller. Il lança un regard noir aux deux filles qui regardaient leur téléphone sous la table. « Officier, ces sorcières ont perdu le droit de respirer. Emmenez-les au sous-sol de ce tribunal et pendez-les au tuyau. Pendez-les pour ce qu'elles ont fait à ce garçon. Qu'elles ressentent la terreur de ne pouvoir s'échapper. » Sa demande de violence vigilante contre des enfants fut un moment décisif, un abandon total de la colère au profit de l'ordre. La torture virtuelle qui avait conduit à une mort réelle était une nouvelle forme de malveillance terrifiante. Mais c'est le retour à une violence brutale et ancienne dans l'affaire suivante qui allait susciter une rage plus primitive et explosive de la part du tribunal. Le culte du cercle pourpre. Cette affaire ressemblait moins à un procès moderne qu'à une inquisition digne du Moyen-Âge. Un groupe de 5 adolescents, mené par un charismatique jeune homme de 17 ans nommé Asher, avait formé une secte occulte secrète qu'ils avaient baptisée le cercle pourpre. Dans le but d'invoquer un pouvoir ancien et d'obtenir l'immortalité, ils avaient mis au point un rituel. Ils ont enlevé une camarade de classe, une jeune fille de 15 ans nommée Lily, et l'ont emmenée dans les bois. Ce qu'ils y ont fait relève du cauchemar. Ils portaient des robes noires. Ils ont allumé des bougies noires. Ils ont chanté dans un latin inventé. Puis, dans un accès de violence superstitieuse, ils ont poignardé Lily plus d'une vingtaine de fois dans un faux sacrifice. Ils ont documenté l'intégralité du rituel dans un journal vidéo partagé, parlant de offrir du sang aux anciens dieux. La salle d'audience a pu voir les photos de la scène du crime prise dans la clairière. Tout était disposé avec une précision inquiétante. Parmi les bougies et les symboles dessinés, on a pu distinguer des motifs qui, selon les conclusions ultérieures, avaient été tracés avec le sang de Lily. Le médecin légiste a décrit les blessures, chacune témoignant d'une profonde et délirante perversité. Henderson écoutait, l'estomac noué. Lorsqu'un psychologue pour enfants a pris la parole pour la défense, affirmant qu'Asher était gravement délirant et que les autres étaient très sensibles à son influence manipulatrice, le juge n'a plus pu contenir son mépris pour cette explication. Il a interrompu le témoignage d'une voix tonitruante. « Les démons n'existent pas !» a-t-il crié, réduisant la salle au silence. « Le seul mal ici réside dans leurs âmes vides. Ils ont massacré un enfant pour un fantasme. Pour une histoire !» Il balaya l'assemblée du regard, pointant du doigt les 5 accusés. « Ils sont un poison, une plaie. » Il se tourna vers les policiers postés autour de la salle. « Messieurs les agents, je veux que vous emmeniez ces 5 prétendus sacrifices à leur dieu sombre et que vous les placiez sur un autel de béton et de plomb. Exécutez-les, jusqu'au dernier. Purgez cette superstition à coups de fusil. » Son appel à une exécution massive des adolescents était son décret le plus extrême à ce jour. Une descente dans une obscurité qui reflétait la leur. La descente dans la folie surnaturelle était terrifiante. Mais la précision froide et clinique des 2 accusés suivants allait présenter un profil différent et à certains égards plus effrayant. Une intelligence brillante totalement déconnectée de toute conscience. Les tueurs à gages du tableau d'honneur. Miranda et Ben, tous 2 âgés de 17 ans,
étaient le genre d'élèves dont toutes les écoles se vantent. Ils étaient des superstars académiques, des élèves en cours avancés avec des notes presque parfaites au SAT et acceptés dans des universités de l'Ivy League. Ils étaient également des tueurs à gages. Leur intelligence, qui aurait dû être un cadeau pour le monde, était leur arme. Leur plan était complexe et effrayant. À l'aide du dark web et de la crypto-monnaie, ils ont orchestré le meurtre d'un rival commercial local du père de Ben. Ils pensaient que cette mort lui permettrait d'obtenir son héritage et, par extension, leur propre avenir financier. Ils ne se sont pas salis les mains, ils ont engagé un sans-abri désespéré pour commettre le meurtre. Puis, pour ne laisser aucune trace, ils l'ont assassiné. Ils l'ont fait avec une dose mortelle de fentanyl qu'ils avaient synthétisée eux-mêmes lors d'une étude indépendante dans le laboratoire de chimie de leur école. Le procès était un enchevêtrement d'expertise numérique et de documents financiers. C'était l'histoire d'une intelligence effrayante, totalement dépourvue de moralité. Le point de rupture est survenu lorsque le procureur a montré une diapositive présentant leur dossier scolaire. On y voyait, en évidence, leurs notes pour le projet de chimie au cours duquel ils avaient créé l'arme du crime. Tous deux avaient obtenu un A+. Henderson fixe la diapositive. Il regarda les deux brillants étudiants au visage vide dans la salle d'audience. Ils tentent de concilier leurs résultats scolaires avec leur profonde déchéance morale. Le décalage était trop grand. Cela brisa quelque chose dans sa conception de la justice. Il se leva lentement et retira délibérément sa robe de magistrat, la plia soigneusement et la posa sur sa chaise, comme s'il renonçait au concept même de droit. Ils ont utilisé leurs dons pour devenir des marchands de mort, dit-il d'une voix calme et froide. Ce sont des intellectuels pourris, une corruption du potentiel. Il se tourna vers les policiers. Messieurs les agents, ce ne sont pas des enfants, ce sont des constructions défectueuses et dangereuses. Je vous autorise à les désactiver définitivement. Utilisez toute la force nécessaire pour les éliminer. Son langage froid et technique pour ordonner leur mort était peut-être l'éclat le plus effrayant de tous. C'était la rage de la raison elle-même, devenue sauvage. La corruption du génie au profit du profit était une tragédie unique, mais le dernier cas impliquerait une perversion de quelque chose d'encore plus fondamental. La confiance et la camaraderie d'une communauté, une trahison qui finirait par briser complètement l'homme derrière le banc. La petite ligue Lynch Mob. L'affaire qui a finalement brisé le juge William Henderson est celle qui a brisé le moral de toute la ville. C'était une perversion de l'innocence, de l'esprit d'équipe, de la communauté elle-même. 6 adolescents, les stars de l'équipe de baseball championne du comté de la Petite Ligue, ont été accusés du meurtre à caractère raciste d'un joueur rival, un talentueux lanceur de 15 ans nommé Miguel. Les preuves étaient accablantes. Ils avaient attiré Miguel sur le terrain après les heures de jeu sous prétexte d'une trêve, afin de régler leurs différends. Là, ils lui avaient tendu une embuscade. Ils l'avaient battu à mort avec leur batte en aluminium, celle-là même qu'ils utilisaient pour gagner des matchs et apporter la gloire à leur ville. Ils avaient laissé son corps brisé sur le monticule du lanceur. Une insulte raciste était gravée sur sa poitrine. Le procès a révélé une culture profondément enracinée de haine et de privilèges au sein de l'équipe, encouragée et ignorée par des adultes qui privilégiaient la victoire à l'humanité. La salle d'audience était bondée de familles et de supporters des garçons, qui sifflaient les témoins de l'accusation et lançaient des regards furieux à la famille en deuil de Miguel. Lorsque l'avocat de la défense s'est levé pour prononcer sa plaidoirie finale, il a qualifié le meurtre de rivalité juvénile qui a tragiquement dégénéré. Il a parlé d'émotions fortes et de chaleur de la compétition. C'est ce qui a déclenché la réaction. Le juge Henderson ne s'est pas contenté de crier. Il a pleuré. Des larmes coulaient sur son visage lorsqu'il s'est levé de sa chaise. Son corps tremblait d'une douleur brute et incontrôlable. « Une rivalité ?» s'écria-t-il, la voix étranglée par les sanglots. « Vous avez lynché un enfant ? Vous l'avez battu à mort sur un terrain de rêve et vous l'avez transformé en abattoir. Et vous êtes tous assis là ?» Il balaya du regard les accusés et leurs partisans. « Vous êtes assis là en pensant que vos uniformes font de vous des hommes ? Vous êtes une bande d'animaux enragés, une honte pour cette ville, pour ce pays. » Il se tourna ensuite vers les policiers présents dans la salle. Sa voix se réduisit à un murmure sincère et mortel, chaque mot gravé dans la douleur. « Messieurs les agents, vos armes de service, sortez-les, maintenant. » La salle se figea dans une incrédulité totale. « Visez leur cœur, supplia-t-il, les larmes coulant toujours. Purgez ce mal de ma salle d'audience. Je ne laisserai pas ces monstres respirer une seconde de plus. Je ne le permettrai pas. Faites-le, maintenant. » Le silence qui suivit fut absolu. La frontière entre le juge et le bourreau n'était pas seulement franchie, elle était évaporée. À cet instant, l'homme cessa d'être un juge. Il n'était plus qu'un homme au cœur brisé, rempli de rage, exigeant une vengeance que la loi ne pourrait jamais lui offrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des cases qui s'affichent sur votre écran pour voir d'autres contenus similaires.